Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure du 19h Sport et bien sûr de votre rendez-vous 100% UBB comme tous les lundis. Et ce soir, c'est l'entraîneur Frédéric Charrier qui est notre invité et qui répondra à toutes nos questions. On va bien sûr revenir sur cette belle victoire à domicile face aux champions en titre avant de se projeter vers la réception de Bayonne ce samedi. Déjà, Bayonne, un match pour lequel déjà près de 24 000 places ont été vendues. Et pour l'occasion, pour ne pas manquer ce match, TV7 vous offre des places et pour les recevoir, c'est aussi simple que ça, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@tv7.com. Mathieu Dalzovo est sur le plateau comme tous les lundis et donc Frédéric Charrier est notre invité. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Avant de bien sûr de décrypter et de faire le résumé avec vous, Mathieu, on l'a dit, ce vendredi, vous avez renversé Montpellier 40-10, une semaine après avoir battu les Rochelais. Quels enseignements, quelles leçons vous tirez de cette semaine où finalement vous battez le champion de France en titre et le champion d'Europe en titre? Mais on avait une série de matchs à La Rochelle, Montpellier et Bayonne pour remonter dans le classement. C'était les objectifs qu'on s'était fixés avec les joueurs. Donc c'est vrai que le premier déplacement à La Rochelle s'est plutôt bien passé puisqu'on a ramené la victoire. Donc on voulait surtout confirmer ce bon résultat avec la réception de Montpellier, le champion de France en titre. Ça a été fait et bien fait puisqu'on a pris le bonus offensif. Donc maintenant il nous reste ce troisième match avec la réception des Bayonnais. Une victoire faite et bien faite que vous allez décrypter avec vous, Mathieu. C'était vendredi à Chaban. C'est tout de suite l'heure du résumé. Oui, dans une belle ambiance, une chaude ambiance, comme souvent bien sûr à Chaban pour la venue du champion de France en titre. Et on va voir que l'entame a été un petit peu compliqué pour l'Union Bordeaux-Bègles, Fred, parce qu'on était sur un score de 3 partout au bout de 10 minutes. On va voir la petite faute de main de Mathieu Jalibert qui va amener une mêlée. Et derrière, le premier essai de Willem C. Montpellier qui va mener assez rapidement 7-3. Comment expliquer cette entame un peu ratée? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le jeu des Montpelliérains, du jeu d'occupation, faire trop d'occupation? Ouais, non. Montpellier est une équipe qui est redoutable par son réalisme. On le voit sur cette séquence-là où après l'erreur de Mathieu, ils ont une mêlée proche des lignes et sur 2 temps de jeu, ils se retrouvent dans l'embut. Donc c'est une équipe, ils ont été champions de France pas pour rien. Ils sont très très efficaces. Donc le problème c'est qu'on a chaque fois qu'on marquait des points, on en reprenait derrière, on leur donnait des munitions pour venir scorer. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à mener au score. Mais l'Union Bordeaux-Bègles a une vraie force de caractère, ne lâche pas, ça c'est quelque chose qu'on a déjà souligné dans cette émission, puisque l'UBB va vite revenir. Donc là on est à la 24e minute de jeu, Garbizi est sorti, le numéro 10, je ne sais pas si d'ailleurs ça a eu une influence ou pas, Fred, pour vous, la sortie numéro 10, on a l'impression que Montpellier a perdu un peu le fil du jeu, et à l'inverse, eh bien, c'est l'Union qui a pu inscrire un premier essai qui vous délivre un petit peu l'essai de Louis. Oui, c'est vrai, on savait que pour gagner ce genre d'équipe, il fallait être très réaliste sur chaque opportunité, être capable de marquer, et c'est vrai que sur ce mêlée, sur un premier temps de jeu, on arrive à scorer avec Louis. Le score est donc de 13-10. Un petit mot sur Louis et Bielbarré, quand même. Auteur d'un doublé, on va avoir un deuxième essai tout à l'heure, une pointe de vitesse incroyable. On l'avait connu en 15, il est pas mal aussi à l'aile. Ouais, non, c'est un joueur qui a un très gros potentiel. C'est un jeune joueur qui est pétri de talent. Donc voilà, il a réussi sur ce match à montrer toutes ses qualités. 13-10, donc le score à la pause. Évidemment, tout est encore possible dans ce match-là. Et on va avoir une seconde période complètement aboutie. Fred, est-ce que c'est pas la meilleure mi-temps, finalement, depuis le coup d'envoi de cette saison? Ouais, c'est vrai que sur la première mi-temps, on était un peu déçus de ne pas jouer en équipe comme on l'aurait voulu sur la première mi-temps. Et c'est ce qu'on a demandé aux joueurs sur la deuxième mi-temps, d'être plus collectif, de jouer en équipe, jouer les uns pour les autres, comme on avait su le faire sur les dernières semaines avant ce match-là. Et on a bien réussi à le faire sur la deuxième mi-temps. Avec Mathieu Jalibert aux manettes pour la première passe décisive au pied. C'est quelque chose que vous aviez analysé aussi, ça, jouer au pied dans le dos de la défense? Oui, c'est une défense qui est très hermétique, qui renforce son premier rideau. Donc il laisse des espaces dans le second rideau, donc il fallait en profiter. Donc Mathieu l'a très bien fait au pied 2 fois. La passe au pied d'abord pour Santi Cordero, 20-10. Et puis le troisième essai de l'Union inscrit pour Louis Bielbarré. Donc le doublé pour le jeune ailier de l'Union Bordeaux-Bègles. Ça fait 30-10. Et puis vous allez aller chercher même un bonus offensif avec l'excès de Max Lucu en dribbling. On va le voir dans quelques instants. On voit la conquête aussi. C'était l'un des problèmes de l'Union ces dernières semaines. Quand on a des ballons, évidemment, c'est plus facile derrière. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on a montré un peu du meilleur à La Rochelle et on l'a confirmé contre Montpellier. Est-ce que justement la confirmation après La Rochelle, est-ce que
tout ça, c'est pas né de la Coupe d'Europe. Est-ce que la Coupe d'Europe vous a pas servi? Certes, il y a eu 2 défaites, mais des contenus plutôt positifs. Est-ce que ces victoires-là en top 14, elles sont pas nées aussi lors des 2 matchs de Coupe d'Europe? Ouais, c'est ce qu'on a analysé avec les joueurs. On a dit que cette Coupe d'Europe, évidemment, c'était pas une priorité. Dans la situation où on était en championnat, on avait besoin de remonter au classement, mais que ces matchs-là de haut niveau allaient nous préparer pour la suite. Et c'est comme ça qu'on les a préparés, avec le déplacement à Gloucester et la réception des Sharks. Donc c'est difficile de ne pas gagner ces matchs-là, mais ils nous ont préparés pour la suite. Voilà, ça faisait 8 mois que Montpellier n'avait pas pris 40 points. Score final 40-10. Depuis le début de saison, on entend souvent que l'UBB travaille bien à l'entraînement, que les semaines se passent bien, mais sans forcément porter leurs fruits le jour des matchs. Comment est-ce que vous expliquez que là, sur les 2 dernières victoires, ça a marché, ça a payé, le travail a fonctionné et ça s'est vu sur le terrain? L'équipe a besoin de confiance. C'est vrai que depuis le début de l'année, avec une préparation compliquée, parce qu'on n'avait pas nos internationaux qui étaient là, qui étaient partis en tournée. Donc voilà, il faut du temps. On a besoin de travailler ensemble, de prendre confiance. C'est vrai que le premier match contre Toulouse a été compliqué pour nous et nous a mis de suite en difficulté. Donc voilà, donc on a besoin d'enchaîner les victoires, de reprendre confiance dans la qualité de ce groupe, parce qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Et je crois que la victoire bonifiée contre Brive nous fait du bien. La victoire à La Rochelle amène cette confiance qui nous permet de gagner les matchs. Des matchs que vous perdiez de peu sur le début de saison, souvent dans les dernières minutes, par manque de maîtrise. Vous l'aviez dit, hein, l'ensemble du staff avait dit voilà, on manque un peu de maîtrise. Là, c'est mieux. Est-ce que ça vient du fait aussi que vous avez fait le choix de laisser des joueurs cadres sur le banc de touche? On pense à Mathieu Jalibert à La Rochelle, qui sont rentrés après en cours de match, ou même Maxime Lucu contre Montpellier, qui ont pu apporter leur expérience en fin de match pour justement répondre à ces problèmes de manque de maîtrise en fin de match. C'est un secteur qu'on doit améliorer depuis le début de l'année, c'est-à-dire les 20 dernières minutes qui faisaient la force de l'équipe les années passées. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, on n'arrivait pas à être dominant dans ces 20 dernières minutes. Donc c'est pas l'affaire des remplaçants, c'est l'affaire de toute l'équipe, parce qu'il y a des joueurs qui forcément vont commencer le match et vont le terminer. C'est à ces joueurs-là aussi de faire preuve de caractère et de détermination jusqu'au bout pour être dominant dans ces 20 dernières minutes. On va voir le classement, parce que justement à l'issue de ce match, vous terminez à la 6e place, à égalité de points avec Bayonne, que vous recevez justement samedi. Malgré tout, qui a pu se passer, vous terminez donc cette année 2022 dans le top 6. C'est très symbolique de terminer cette année 2022 dans le top 6. Ça veut dire beaucoup aussi sur l'état d'esprit actuel du groupe. Oui, l'équipe n'a jamais lâché ses objectifs. Malgré tout ce qui s'est passé, on veut rentrer dans le top 6. Donc là, on s'était fixé sur ces 3 matchs l'objectif de rentrer dans le top 6. Pour l'instant, on y est, il nous reste encore un match. Alors il y a une semaine un peu folle quand même, victoire à La Rochelle, ici c'est important, surtout que c'était pas un terrain qui réussissait beaucoup à l'Union ces dernières années. La signature de Damien Penaud, accueillie évidemment avec beaucoup de ferveur par les nombreux supporters de l'Union Bordeaux-Bègles, la victoire contre le champion de France en titre, 40 points. C'est une très belle semaine, comme l'a dit Bénédicte, pour terminer l'année 2022. Ça veut dire que c'est une nouvelle ère aussi qui démarre pour l'Union en 2023 ? Ouais, surtout, je pense, le match de La Rochelle. Effectivement, c'est une équipe qui ne nous a pas réussi ces dernières saisons. On n'arrivait pas à trouver la clé, comment battre cette équipe. Voilà, on a fait une préparation très ciblée. On avait bien étudié comment les jouer et je crois que ça s'est bien passé et tout le monde était content par rapport à ça. Ouais. Une semaine en or, vous l'avez dit, les joueurs n'ont pas perdu en tête leur objectif de top 6. Est-ce que ça montre aussi que finalement, en interne, au sein du staff, tout est apaisé, la situation est optimale, vous n'êtes plus en phase de transition, vous êtes bien en place finalement? C'est ce qu'on a dit avec Julien. Nous, on est là jusqu'à la fin de la saison. Donc l'objectif, c'est d'amener l'UBB le plus haut possible. Et ensuite, il y aura une nouvelle ère pour l'équipe. Mais nous, notre objectif, c'est de bien finir la saison, d'avoir les meilleurs résultats possibles. Ça fait 3 saisons qu'on est dans le top 6, dans les meilleures équipes. Donc cette année, on veut faire partie des meilleures équipes, encore une fois. Fred, on se demande quand on est à l'extérieur comment on fait pour se motiver, pour se concentrer, pour aller tous les jours au travail, quand on sait l'exigence en plus du métier d'entraîneur, sachant que vous serez plus là la saison prochaine. Où est-ce qu'on arrive à trouver la force nécessaire pour relever les défis quotidiens qui sont nombreux dans un club ? Je crois que pour faire ce métier, il faut être passionné.
Donc voilà, et moi le rugby c'est ma passion. Donc ce qui me motive, c'est de relever le challenge chaque semaine de gagner le match. On avait un grand défi en allant à La Rochelle, on a un grand défi de recevoir les champions de France. Et là, on a le défi de recevoir une équipe de Bayonne qui fait un début de saison tonitruant. Donc voilà, c'est ça qui me motive, à être capable de chercher les ressources pour aller gagner le match. Est-ce que toutefois, vous savez, où est-ce que vous serez à la rentrée prochaine déjà aujourd'hui ou Non, pas encore? Pas encore. En tout cas, d'ici là, ce samedi, vous avez un rendez-vous important parce que vous recevez Bayonne qui est juste devant vous au classement, on le rappelle, à égalité de points. Et pour l'occasion, on le rappelle aussi, TV7 vous offre des places pour ce match à ne pas manquer. C'est assez simple, il vous suffit d'envoyer un mail à tv7@tv7.com. Ça s'affiche en bas de l'écran si vous n'avez pas tout compris. On l'a dit, l'Aviron finalement invaincu à domicile qui est la révélation de ce début de saison, mais qui a plus de mal à l'extérieur malgré bien sûr son exploit face à Clermont. Comment on aborde ce type de match? Vous l'avez dit, vous l'avez bien marqué dans votre calendrier, il fait tout aussi bien partie de vos matchs objectifs. Ouais, c'est une équipe redoutable, parce que oui, ils ont gagné à Clermont, mais ils ont fait aussi match nul récemment à Pau. C'est une équipe qui voyage bien, qui voyage très très bien. Donc on aura un adversaire très difficile à jouer ce week-end, donc on va bien se préparer par rapport à ça. Une équipe de Bayonne invaincue à domicile, très complète. Il y a le finisseur Makala d'un côté, il y a un numéro 8 très performant, et on l'a vu contre les Toulonnais, une grosse mêlée aussi. Quand même une équipe très complète, les Bayonnais. Est-ce qu'il y a des failles dans cette équipe? Non, c'est vrai qu'ils ont un paquet d'avant très conquérant, capable de bousculer toutes les équipes du championnat. D'ailleurs, nous, on s'était fait bousculer au match aller. Ensuite, ils ont des joueurs importants à la charnière avec Lopez, Machenot, qui connaissent très très bien le championnat. Rouette fait aussi une très très bonne début de saison. Donc des joueurs d'expérience avec cet état d'esprit très solidaire, où ils arrivent à renverser des montagnes. Même quand ils sont menés chez eux, ils retrouvent les ressources pour aller gagner les matchs. Donc c'est une vraie belle équipe que l'Aviron Bayonnais. Poussé par un gros public évidemment, mais nous aussi à Bordeaux on a ce public, parce que même dans les moments difficiles, et il y en a eu sur l'année 2022, le public a toujours été là. On l'a vu vendredi contre Montpellier, il y avait 25 000 spectateurs, je crois. Comme l'a dit Bénédicte, on est quasiment déjà à 25 000 billets vendus. Cette ferveur-là, c'est quand même un atout aussi sur le terrain, et même quand on est dans le staff, ça peut permettre de renverser des situations mal embarquées parfois. Ouais, c'est fabuleux de jouer devant 25, 26, 27, 28 000 personnes. Le public à Chavant est top, et je trouve que depuis un an et demi, ils deviennent de plus en plus supporters que spectateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est top pour les joueurs, qui est top pour l'équipe. Et même quand on est dans des situations difficiles, on sent que le public est avec nous. Donc ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Pour finir, un mot sur Bayonne. Est-ce qu'en tout début de saison, vous auriez parié recevoir Bayonne dans ces conditions, 5e au classement, invincible presque à domicile? Quel regard vous portez aussi sur ce parcours peut-être surprenant pour vous en tant qu'entraîneur aussi des Bayonnais? Ouais, je suis très admiratif de ce qu'ils font, parce que j'ai coaché aussi une équipe au Yona qui était promue en top 14, et je sais que c'est très difficile pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Pro D2. Quand on monte, il y a toujours un temps d'adaptation au niveau du rythme, de l'intensité des matchs, parce que le top 14, ça tape fort. Et c'est vrai que ces Bayonnais-là, on ne trouve pas qu'ils sont perdus sur le rythme. Donc au contraire, ils ont battu tout le monde chez eux, il n'y a pas eu de temps d'adaptation, donc ils sont surprenants par rapport à ça. Merci Frédéric, c'est déjà la fin de ce 19h Sport 100% UBB, mais restez avec nous juste après la pub. On continue de parler rugby, on décrypte, on débriefe cette 14e journée de Top 14 avec Mathieu. À tout de suite sur TV7.